Bonjour. Je vous ai apporté un rapport. Ce rapport, et on l'attend depuis longtemps à la Commission des affaires économiques, puisqu'il s'agit du rapport du groupe Bigard sur ces données sociales et financières. C'est le rapport qu'avait demandé notre collègue Richard Ramos. C'est le rapport pour lequel il avait déposé un amendement Lactalis-Bigard que votre majorité a refusé au sein de l'hémicycle. Et ce rapport, je ne le cacherai pas, m'a été remis par un salarié. Il est inscrit en bas « Document strictement confidentiel à usage exclusif des représentants du personnel défini par l'article machin ». La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que là, avec la loi que vous présentez, l'application de la directive européenne, est-ce que vous donnez un outil supplémentaire pour nous-mêmes, pour les salariés, pour les journalistes, d'accéder à ce type de données, ou est-ce que vous donnez un instrument supplémentaire à une entreprise qui ne fait pas de cadeaux pour poursuivre leurs salariés, pour perquisitionner, pour fouiller dans ses disques durs, et pas, en l'occurrence, que pour le savoir-faire. Parce qu'au départ, le secret des affaires, je pensais que ça se limitait au secret de fabrication, au savoir-faire. Or là, on a une définition du secret des affaires qui est beaucoup plus élargie. Aujourd'hui, on nous demande d'être les petits télégraphistes de Bruxelles. Mais il faut savoir que Bruxelles, la Commission européenne, a été le petit télégraphiste des lobbies. Une étude est parue. Et une étude est parue par une ONG qui est celle Corporate Europe Observatory, donc l'Observatoire européen des multinationales, en gros, qui a révélé la correspondance sur ce dossier entre Michel Barnier et les lobbies. Un lobby en particulier qui est le TSIC, qui a été monté pour l'occasion, qui ne dispose même pas d'un site internet, mais qui recoupe côté français Air Liquide, Alstom, Michelin, Safran, et je tiens à le signaler, un certain nombre d'entreprises américaines, donc il ne s'agit pas de protéger spécifiquement les entreprises européennes, mais également les entreprises américaines, telles que Dupont de Nemours, General Electric, Intel, le Suisse Nestlé, et ainsi de suite. Je citerai un mail de cette correspondance. Donc l'idée est venue de ce TSIC, de cette directive secret des affaires, qu'il a proposée à la Commission l'a accueillie avec enthousiasme. Je cite Michel Barnier s'adressant à ce lobby. Mon espoir est de pouvoir démontrer que toutes les entreprises fondées sur l'économie de la connaissance, et en particulier les PME, reposent sur le secret des affaires. J'espère sincèrement que votre organisation va continuer de nous assister pour parvenir à cet objectif, et je suis ravi d'entendre de la part de mes services l'excellente coopération jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que les conclusions de l'étude sont livrées avant l'enquête et on a là une recherche qui va être extrêmement orientée à tel point que quand la Commission européenne organise une table ronde, elle envoie un mail à Business Europe et c'est Business Europe qui contacte les intervenants, ce qui fait des économies de personnel à la Commission européenne puisqu'il n'y a qu'une personne qui travaille sur le dossier et les sièges sont remplis en moins de 30 minutes. Voilà la manière dont va être construite cette directive européenne et à l'arrivée, on comprend que les lobbyistes soient ravis, se déclarent ravis, ils envoient des emails de félicitations. Je passe sur les détails. Dupont de Nemours est membre à titre individuel de ce TSIC. On a également, comme c'est des espèces de lobby gigognes, on a le CEFIC, qui est le lobby de la chimie au niveau européen, qui est membre lui aussi de ce TSIC. On a Dupont de Nemours qui intervient personnellement, en plus d'intervenir par le lobby, directement auprès de la Direction générale marché intérieur. On a comme lobbyiste recruté par cette bande Joseph Heugard, qui a travaillé chez Exxon et chez Glaxo, et qui se vante, je le cite, de plus de 30 ans d'expérience avec les substances les plus controversées. Le but affiché du CEFIC est quoi? Que ne soient pas rendus publics les essais cliniques et les données toxicologiques. Avec des batailles sur est-ce qu'on peut livrer l'identité des additifs, est-ce qu'on peut livrer les émissions de substances chimiques, est-ce qu'on peut livrer les rejets de fumée. Il suffit de prendre le palmarès de la firme Dupont de Nemours, puisque quand on a affaire à des clients comme ça, quand des clients comme ça demandent quelque chose, je pense que ça vaut le coup de savoir un peu qui c'est. Dupont de Nemours, c'est la firme qui, dans les années 20, lance l'essence au plomb. L'essence au plomb, le plomb, on sait que c'est une substance qui est nocive depuis l'Antiquité. Depuis 3 millénaires, on sait que c'est une substance nocive. Là, dès 1921, les patrons de Dupont de Nemours, Pierre Dupont, est tout à fait conscient de la toxicité de l'essence au plomb.
Le PTE est un liquide très toxique s'il entre en contact avec la peau, donnant lieu à un empoisonnement par le plomb presque immédiatement. C'est le patron lui-même qui l'écrit en privé. Mais ils vont tout mettre en œuvre par l'achat de scientifiques, par l'existence de lobbies, pour cacher la toxicité de cette essence au plomb pendant des décennies. Ce sont des récidivistes, puisque ensuite, ils vont faire la même chose avec le fluor, substance qu'ils inventent en 1946, qui est encore commercialisée, et donc ils ont caché, en 1981, ils ont une étude très précise pour savoir que le fluor est toxique, et ils la cachent. Donc la question, je vous pourrais passer également sur ce qui s'est passé à Hawaï avec Dupont de Nemours et ainsi de suite, mais quand on a des personnes morales comme ça, et en vérité plutôt immorales ou amorales, qui font une demande d'une directive pour cacher leur secret des affaires, que revêt ce souhait? Est-ce que ce souhait, c'est de pouvoir continuer à cacher des études qui démontrent la nocivité de leurs produits? Et on comprend là l'inquiétude, une tribune est parue, hein, quelle est la principale inquiétude des personnes qui font paraître cette tribune? Donc on a quand même, il y a certes un certain nombre d'ONG, Anticor, Sherpa, Greenpeace, ainsi de suite, mais on a aussi la Société des journalistes des Échos, du Monde, de TV5 Monde, de Libération, de Première Ligne. Quelle est leur principale inquiétude? Les soi-disant garanties proposées par le gouvernement français ne couvrent pas tous les domaines de la société civile, et notamment le travail des associations environnementales. Et quand on voit qui a été à la manœuvre pour obtenir cette directive européenne, on peut comprendre leur inquiétude. Moi, je dois dire que, comme député, comme délégué des gens, est-ce que nous devons lutter pour que l'utilité nationale ouvre leurs portes, ouvre leurs registres, ouvre leurs ordinateurs, ou à l'inverse, est-ce que nous devons leur offrir un instrument de plus pour qu'elles demeurent dans l'ombre, pour que demeure l'opacité, et pour que soient punis les hommes qui viennent apporter quelques lumières sur leurs pratiques? Parce qu'il faut voir dans quel contexte débarque cette directive. Elle débarque dans un contexte où on a des procédures bâillons, on a un certain nombre de journalistes, on peut penser au journaliste Denis Robert qui s'est tapé plus de 100 procès, mais on voit aussi que n'importe qui aujourd'hui cite Vincent Bolloré et se voit poursuivi, et se voit pas poursuivi seulement pour droit de la presse, mais se voit aussi poursuivi devant le tribunal de commerce. Conforama vient de faire condamner Challenge non pas sur le droit de la presse, mais devant un tribunal de commerce. Donc c'est-à-dire qu'on ouvre un axe supplémentaire pour permettre aux multinationales de venir taper les lanceurs d'alerte et éventuellement les médias sur un axe supplémentaire. Je pense qu'il y a des fois où, pour l'Europe, nous devons obéir à Bruxelles. Nous pouvons refuser cette directive. Ça sera notre premier axe de défense. Surtout, il nous est permis de l'adapter, de la modifier, et non d'en faire essentiellement, comme ici, un copier-coller. De la modifier de deux manières, en réduisant la portée du secret des affaires, en la limitant à la fabrication et au savoir-faire. Il faut savoir que dans un premier temps, c'était l'idée de la Commission européenne que de réduire cette définition du secret des affaires à la fabrication, et que ça a été la demande d'extension est venue des lobbies qui se sont dit non, c'est pas possible, il faut attendre bien au-delà. Eh bien, revenons à l'idée initiale de la Commission européenne. Et dans un deuxième temps, nous aurons un volet d'amendements qui est sur du donnant-donnant. Puisque les multinationales veulent cacher essentiellement, on va en revenir ça, leur secret de fabrication, soit consolidons-leur ça pour protéger les entreprises, soit, mais accordons de nouveaux droits pour les ONG, pour les journalistes, pour les lanceurs d'alerte, pour permettre d'accéder à un certain nombre de données. Je vous remercie. Le marché du monde, définitivement, ils seront du côté de la transparence, c'est irréversible. Et continuer à protéger des actes répréhensibles sur le plan de l'intérêt général ou du droit par des protections, c'est d'un autre temps. C'est vraiment d'un ancien monde. Il nous faut aujourd'hui, dans la loi Pacte, il nous faut aujourd'hui, dans cette loi, montrer très clairement que l'éthique est une force dans la mondialisation et en finir avec tout ce qui restreint cette capacité à introduire la démocratie et le droit dans la marge de nos entreprises, qui ne sont pas à côté de la démocratie, mais qui doivent être une aventure collective au cœur de la démocratie. Je serais moins optimiste. Dominique nous propose un sens de l'histoire qui irait vers la clarté et les lumières. J'aimerais être habité par cet optimisme. Je crains que l'avenir de la planète n'aille pas forcément dans ce sens. Je crains qu'on ne soit conduit vers l'abîme et qu'on y soit guidé par un profit qui est aujourd'hui aveugle. Et tout l'objet des interrogations qu'on a là en ce moment, on rit parfois et tout ça, mais c'est de se demander comment à l'intérieur des mastodontes
des léviathans que sont devenues ces multinationales, on introduit autre chose que la quête du profit. Comment on pose des limites, comment on a des garde-fous qui permettent qu'on ne vienne pas écraser l'environnement, on ne vienne pas écraser les hommes. Et je ne suis pas sûr que le sens de l'histoire aujourd'hui soit aussi positif que celui que tu présentes, Dominique. Et moi, je présente ces amendements ce soir en rigolant, mais avec une forme d'inquiétude.